Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette conférence, la communication imprimée, un média moderne. Vous savez, on a l'habitude d'avoir des duos, des duels, hein, Coca-Cola contre Pepsi, McDonald's contre Burger King, Adidas contre Nike. Et il n'y a pas qu'à l'occasion des élections présidentielles que l'on met en scène des duels. Ces 10-15 dernières années, c'était le match du web contre le print. Autrement dit, si l'on résume, d'un côté les modernes et de l'autre les anciens. Eh bien oui, vous pensez bien, ça fait des centaines d'années qu'on imprime des livres, tandis que le web, c'est tout récent, ça date des années 2000. Alors forcément, c'est la modernité, c'est l'avenir. Mais on commence à en revenir de cette histoire-là, parce que c'est une histoire un peu trop simple. Ceux qui s'intéressent à la vie des médias le savent. L'arrivée de la radio a été très mal vue par la presse écrite. Quand la télévision s'est popularisée, on a prédit le début de la fin pour les deux médias précédents. Puis le web est arrivé et là on s'est dit la télévision est morte. Alors non, merci pour elle, elle se porte très bien. Alors, confinement aidant, certainement, mais elle s'est adaptée. Ça veut dire quoi s'adapter pour la télévision? C'est que vous pouvez la regarder en direct pour des grands moments que vous allez partager. Vous allez pouvoir la rattraper, avoir des replays. Vous allez avoir des séquences courtes. Ça va vous épargner de regarder un débat de 2h30 pour avoir les moments les plus intéressants. Autrement dit, la télévision est toujours là, mais elle s'est adaptée au nouveau mode de consommation. Pour la communication imprimée, c'est un petit peu la même histoire. Plutôt que de l'opposer frontalement au web, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus intelligent et surtout de plus efficace à faire? C'est la question que nous allons poser à nos deux intervenants. Frédéric Eugène Lexact, vous êtes directeur innovation marketing du groupe La Poste. C'est un poste que vous occupez depuis 2 ans, car vous avez travaillé précédemment pour un groupe de distribution sur un programme de carte de fidélité. Puis vous avez géré la relation client de la Fnac Darty. Et enfin, vous avez été responsable de l'expérience client d'une mutuelle. Christian Garin, vous êtes président du conseil d'administration de l'Artésienne. L'Artésienne, c'est une imprimerie de labeur qui a été fondée en 1967 à Liévin. Liévin, pour situer, c'est entre Lille et Arras. C'est juste à côté de Lens, le club de foot de Lens, ou du Louvre-Lens. Voilà. Et puis, vous avez repris en début d'année votre concurrent, l'imprimerie centrale. À vous deux, les deux imprimeries représentent un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros et de 80 salariés. Vous avez été précédemment directeur de la communication en charge de la chaîne graphique et de la marque des Trois Suisses. Vous avez également cofondé Smartalog, une start-up spécialisée dans la fabrication de documents papier one-to-one et one-to-few. Et je me présente, je suis Mathieu Ozanam, rédacteur en chef de Ours. On a l'habitude de présenter Ours comme un pure player qui aimons le print, puisque nous avons un site internet et une revue imprimée. Et le projet était pensé dès le départ comme ça. Donc autant vous dire que communication imprimée à médias modernes, c'est un sujet qui nous parle. Ma première question sera pour vous, Christian Garin. Dans ce secteur très concurrentiel de l'imprimerie, comment fait-on pour se distinguer de ses concurrents? Alors aujourd'hui, si on regarde le secteur de l'imprimerie traditionnel, l'élément de différenciation, c'est la qualité et le prix aujourd'hui. Donc la qualité, c'est un prérequis. Donc en fait, le prix, c'est juste l'élément de différenciation. Donc aujourd'hui, pour moi, l'élément où on peut s'en sortir, c'est apporter des nouveaux services au sein d'une imprimerie et d'être innovant et de ne pas avoir peur d'aller à l'encontre des habitudes des imprimeurs. Alors moi, je dirige une imprimerie, mais je ne suis pas imprimeur. Ça fait 2 ans et j'ai du mal à connaître l'imprimerie offset ou des choses comme ça. Donc j'ai un nouveau regard sur l'imprimerie qui permet d'être peut-être plus directif ou plus être direct dans les changements qu'on va apporter. Et pour moi, innover, c'est dire voilà, dans un monde qui est digital, on en parlait tout à l'heure, hein, moi j'ai bien vécu ça aux Trois Suisses, on était 100% papier, du jour au lendemain on est passé 100% numérique. Je crois beaucoup maintenant au rééquilibrage du levier. Et pour moi, la vision, c'est dans un monde où peut-être le digital va rester à 70-80% prégnant, le papier a une place, toujours 20% pour moi. Et pour moi, mon imprimerie doit devenir le trigger papier de la communication digitale. Et ce trigger papier doit transformer de la data sur des documents imprimés, de plus en plus personnalisés, apporter des solutions autour du web. Et c'est cette démarche dans laquelle, en tout cas, on a inscrit l'Artésienne.
Alors, ce sont des nouveaux clients que vous allez chercher sur la partie digitale, ou alors c'est des clients de l'imprimé qui se disent mais qu'est-ce que vous pouvez nous proposer également sur la partie digitale? Alors clairement, on va dire, aujourd'hui, il y a deux catégories de clients à l'Artésienne. Il y a les anciens clients qui sont toujours dans le modèle traditionnel de commander des documents, des brochures, des flyers, des PLV, des choses comme ça. Et en 2 ans, on a une quarantaine de nouveaux clients autour des nouveaux services. Donc autour du web to print. Donc là, forcément, ça se développe beaucoup. Ça apporte des nouveaux métiers aussi chez nous. Et autour de l'impression personnalisée, où là, en fait, c'est plutôt des pure players qu'on va aller chercher, qui, à un moment donné, étant pure player avec une communication fortement digitale, cherchent des moyens, des nouveaux leviers pour améliorer leur performance commerciale. Et c'est là où le print, en fait, peut être pertinent. C'est-à-dire que pour moi, la vision du digital, c'est un moyen de contact. Le print, c'est ce qui transforme la vente. Et donc, tous les documents qu'on commence à faire en termes de personnalisation montent un impact sur les ventes non négligeable en termes de performance commerciale. Alors, ça fait 2 ans, je crois, que vous êtes à la tête de l'Artésienne, qui est une SCOP. Donc, ça veut dire que vous avez été élu par les salariés actionnaires. Oui, donc c'est une SCOP. Donc, en fait, les salariés m'ont choisi comme patron. En fait, la société appartient aux salariés. Voilà. Et donc, vous avez engagé un plan sur 2 ans, je crois. Offensif, il y a le volet digital qui est important. Je le disais, vous avez repris une imprimerie. Comment d'abord on va marier peut-être 2 cultures différentes? Je ne sais pas comment l'autre imprimerie elle était positionnée par rapport au digital. Comment vous intégrez ça dans votre plan sur 2 ans? Alors avant Covid, en fait, on n'avait qu'un volet qui était offensif, qui était le virage vers le digital. C'est sûr que là, avec le Covid, en 2 ans, l'imprimerie a perdu 30% de business. Investir des centaines ou des millions d'euros dans des nouvelles presses numériques en ayant perdu autant de business, c'était un peu compliqué. Et donc, on a fait le choix de racheter notre concurrent qui était à côté, et pour retrouver une assise assez importante en termes d'impression offset, qui nous permet maintenant d'avoir quelques années devant nous pour maintenant bâtir notre stratégie vers le volet des nouveaux services autour du numérique et du digital. Et c'est vrai que la culture est très différente. C'est-à-dire qu'on a un problème d'attractivité. Comment, on va dire, la moyenne d'âge des imprimeries, qui est autour de 42 ans, peut être attractive pour des jeunes qui vont avoir entre 25 et 30 ans. Et en fait, notre choix, c'est de construire une société fille à côté qui va héberger tous ces nouveaux talents et avec une culture complètement différente. Alors toujours en scope, ça c'est important, c'est nos valeurs fondamentales, mais de pouvoir, on va dire, marier 2 cultures très différentes, industrielles et technologiques, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, on crée une société fille qui va héberger toute cette partie-là. Et puis alors, on parle de cultures différentes, mais vous avez aussi cofondé une start-up, Smartalog. Donc là encore, c'est une autre culture. Vous pouvez nous parler de l'expérience que vous avez menée, enfin l'expérience, le projet que vous avez réalisé pour Blancheport, une autre enseigne un VPCiste qui a pris son tournant digital. En fait, quand j'étais chez 3 Suisses, j'ai imprimé des millions de catalogues, tous identiques. Or, je dirigeais aussi les équipes marketing direct, où là, on commençait déjà à faire de la personnalisation. Certes, simple, une image par-ci, une adresse par-là. Et en fait, on s'est aperçu que les technologies commençaient à être matures pour pouvoir faire des documents intégralement personnalisés, et ce, en partant du web. Et donc, on a fait une expérience avec Blancheport où on a imprimé 50 000 catalogues de 64 pages, où chaque cliente a reçu un catalogue différent. Et donc là, on est vraiment parti du web. On a aspiré toutes les fiches produits, les textes, les images du web. On a aspiré tous les historiques de vente. Et on a fait tourner un algorithme de marketing prédictif qui nous a permis de déterminer pour chaque cliente quelle était la liste des produits qu'il fallait mettre dans ce catalogue. Et Smartalog, lui, a développé une solution de data to PDF. C'est-à-dire le métier de Smartalog a été de convertir cette data en millions de PDF. Parce que lorsque vous faites un 64 pages en offset, vous avez juste 64 PDF. Quand vous faites un catalogue de 50 000 clients à 64 pages, vous n'avez pas loin de 2 millions de PDF à générer. Et ensuite, ces PDF, il faut les mettre sur des nouvelles machines numériques, type WebPress HP,
qui sont capables, eux, d'imprimer ces millions de PDF. Et ensuite, on retrouve le métier traditionnel du façonnage côté imprimeur. Donc ça veut dire qu'on avait le profil de client depuis 2 ans, 3 ans peut-être. Ouais, 2 ans d'historique en moyenne pour pouvoir être pertinent. Voilà, on voyait un peu leur historique d'achat pour voir peut-être dans quelle tranche d'âge elles étaient ou quels étaient les produits qui les satisfaisaient le plus. Et à partir de là, on construit un peu de façon prédictive. Si c'était un enfant en bas âge, on se dit tiens, maintenant il a 3 ans de plus, donc on va proposer d'autres produits. Alors, on va déterminer les centres d'intérêt. C'est-à-dire que tiens, c'est une cliente qui est plutôt mode, plutôt déco, plutôt linge de maison. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé le profil de la cliente, on va regarder par rapport aux produits qu'elle a consommés, quels sont les produits qu'elle pourrait, on va dire, consommer demain. Mais ça, sans être trop intrusif. Ça, c'est important. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans l'intrusion, mais d'essayer de rester dans le côté émotionnel, dans le côté surprise. D'accord. Et les résultats ont été assez probants. Hein. On va dire, on a benchmarké avec la Poste le résultat de ce catalogue. Et entre un catalogue traditionnel et le personnalisé, il y avait 35% de commandes supplémentaires. D'accord, vous avez fait un test AB, ouais, c'est-à-dire qu'il y a une partie des consommateurs, des clients qui recevaient le catalogue normal, habituel. Exactement. Entre le catalogue habituel et la personnalisation, c'est plus 35% de commandes en plus et le panier moyen, plus 7%. D'accord. Donc le catalogue il était personnalisé par les produits ou est-ce qu'on allait jusqu'à dire bravo Christian, vous avez vraiment gagné Alors là, dans le cas de Blancheport, c'était la personnalisation par les produits pour essayer d'être pertinent et rentrer dans une logique d'imprimer moins mais d'imprimer mieux. C'est-à-dire que est-ce que demain, au lieu d'envoyer des 64 pages, je peux prendre le risque d'envoyer peut-être un peu moins de pages mais d'être plus pertinent. Et aujourd'hui, pour moi, on est à la balance de ça, où on fait beaucoup de tests. Là, par exemple, dans l'industrie automobile, est-ce que j'envoie un catalogue qui reprend toutes les pièces détachées ou est-ce que mon client, par rapport aux marques qu'il fait, a besoin de ce gros catalogue ou d'être juste des cahiers? Et donc, aujourd'hui, on essaye d'utiliser la data pour fabriquer des documents un peu plus sur mesure. Et donc, on fait ça aussi pour Exaprint en ce moment, où la brochure B2B qui est envoyée, on commence à la personnaliser aussi pour des clients qui ont un profil étiquette ou profil brochure ou d'autres profils de produits d'impression. On commence à intégrer dans la brochure des cahiers numériques qui correspondent aux attentes et avec des informations de personnalisation où on va essayer de créer une relation personnelle entre le document et notre client. Alors on le voit, un impact sur les ventes très important. Quels seraient à contrario les freins que vous avez rencontrés ou ce que vous pourriez ajuster pour un autre client là, vous étiez dans une phase de test qui était probante, mais on en tire toujours des enseignements. Oui, alors l'idée, c'est de ne pas rentrer dans le full perso à tout prix et d'en faire un document où les clients se disent c'est normal que je reçois un document personnalisé. C'est-à-dire que pour nous, le document doit être émotionnel, il doit créer la surprise et surtout pas, moi qui étais au 3 Suisse, rentrer dans le côté promo où finalement les côtés exceptionnels, à un moment, c'est devenu une habitude et on n'arrivait plus, la cliente trouvait ça normal d'avoir son bon de réduction, etc. Et donc c'est d'user avec parcimonie ce mixte événementiel, émotionnel lié au papier, sans tout de suite détruire la valeur que pourra apporter ce document. D'accord. Frédéric Eugène Lexact, je vous ai présenté tout à l'heure comme directeur innovation marketing du groupe La Poste. Alors certains sites marchands annoncent des livraisons par drone. Vous êtes, vous, dans quel type d'innovation ? Du coup, on le comprend, on est dans une forme de disruption du print vers le digital, parce que les annonceurs prennent de plus en plus d'habitude pour travailler leur campagne marketing en digital. Et donc, moi, je travaille particulièrement sur la partie campagne marketing. Et on est un petit peu dans cette logique qu'évoquait Christian, où on essaye de redonner des éléments qui permettent de se dire je ne vais pas tout basculer du print au digital parce que
in fine, je n'aurai peut-être pas des rendements en termes relationnels, en termes de performance commerciale, en termes de performance marketing qui me conviennent. La bonne solution, c'est certainement d'avoir quelque chose de cohérent et de mix entre le digital et le print. Et donc la problématique, c'est comment on associe les deux. Comment on fait le lien entre les deux. Comment on trouve des solutions pour que le print trouve toute sa place dans les cinématiques digitales. Et donc on travaille beaucoup sur ces logiques de trouver des usages qui permettent de faire ces liaisons entre le print et le digital. Un exemple parmi tant d'autres, la bonne nouvelle qu'on a eue ces derniers mois, c'est que la période Covid nous a beaucoup acculturé les utilisateurs au QR code. Donc le QR code, si on en avait parlé il y a 1 an et demi, il y a 2 ans et demi, avant le Covid, tout le monde trouvait ça complètement désuet. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'y est réhabitué parce qu'il fallait le présenter pour plein de justifications. Et aujourd'hui, on a vu des effets sur les utilisations de QR code quand ils sont placés sur le print qui sont vraiment sans commune mesure avec ce qu'on pouvait avoir avant. Et donc, on s'est remis finalement dans ces cinématiques qui permettent de faire le lien où nous, on est hyper convaincus évidemment de l'impact émotionnel, de mémorisation, d'émotion que peut avoir le print. Et donc, faire ce lien entre le print et le digital, c'est hyper important. D'ailleurs, vous avez publié récemment une étude Paper Emotion. C'était la 4e vague de cette étude qui indique que le courrier publicitaire suscite 4 fois plus d'émotions qu'une publicité sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on est bombardé. Parlons de Facebook, on est très très bien ciblé, mais on est bombardé et finalement on glisse et on ne les voit plus beaucoup. Le courrier publicitaire a cet impact beaucoup plus fort, qui a été mesuré, je crois, par différentes méthodologies d'intelligence artificielle, l'eye tracking, savoir où l'œil se pose sur le document. Ouais. Moi, il y a un élément qui m'a marqué dans cette. On a fait toute une batterie de tests pour analyser les performances intrinsèques du courrier publicitaire et notamment cette partie émotion. Donc, c'est juste qu'on compare, on met des capteurs sur le rythme cardiaque, etc., l'eye tracking, effectivement, de personnes qui reçoivent un email et un courrier. Et effectivement, il y a beaucoup plus d'émotions quand on reçoit quelque chose de physique qu'on peut appréhender. Il y a plus d'échanges finalement avec le support. Et donc, le fait que ça génère une émotion supplémentaire, ça génère une mémorisation supplémentaire. Et puis après, si on déroule, in fine, c'est ce que disait Christian, on a plus de performances intrinsèques en fait. Donc ça, c'est effectivement des travaux qu'on mène beaucoup pour donner encore une fois des arguments auprès des utilisateurs et des annonceurs du fait qu'il faut qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils réintroduisent cette réflexion dans leur démarche sur comment je trouve le bon équilibre entre le print et le digital. Christian, vous avez intégré aussi, vous avez testé les QR codes, de les intégrer pour voir justement s'il y avait un drive to web store. Alors aujourd'hui, oui, on va dire dans beaucoup de documents, le fait de retrouver un lien, un flashcode ou même une image, maintenant les images peuvent aussi renvoyer vers le web. Donc on va dire c'est vraiment la complémentarité. Pour moi, dans cette vision-là, en fait, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est 70% numérique et pousser le curseur vers les 20-30% du print pour aller chercher beaucoup plus loin en termes de fidélisation, prospection client. Ou même réactivation. Aujourd'hui, la personnalisation dans une démarche marketing, en un document imprimé, en réactivation, c'est juste incroyable ce qu'on arrive à faire. Et donc, c'est sûr que ce lien entre le print et le digital est important. Pour nous, imprimeurs, c'est aussi interpellant. C'est-à-dire que quel est notre métier de demain? C'est-à-dire que historiquement, on est des imprimeurs industriels. Là, on devient des imprimeurs numériques. Est-ce que demain, on doit intégrer une agence aussi en complément pour fabriquer des contenus multimédia? C'est des vrais sujets. C'est des vrais sujets. Vous avez parlé tout à l'heure de génération, voilà, de jeunes collaborateurs qui arrivent. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, malgré mon grand âge, que je suis un digital first, mais professionnel, parce que j'ai commencé à travailler alors que voilà, on avait des mails et on commençait à avoir cette habitude de travail. Mais les jeunes qui rentrent aujourd'hui dans les entreprises ont déjà cet environnement. Est-ce que l'un et l'autre, vous rencontrez ces difficultés-là de convertir, de montrer l'intérêt du papier
à des personnes qui ont une culture vraiment orientée très très digitale? En fait, ce que je vois, c'est qu'ils sont très sensibles à la RSE. Donc déjà, dans une imprimerie, le fait qu'on soit certifié sur tout ce qui est environnement RSE, et nous, notre stratégie à l'Artésienne, imprimer moins, imprimer mieux, c'est pour eux quelque chose d'important. C'est-à-dire que ça va dans leurs valeurs, mais premières. Ça va à l'encontre peut-être des valeurs d'un imprimeur qui d'habitude va plutôt les chercher de l'impression de masse. Nous, on fait le choix, on préfère faire 100 commandes à 100 euros plutôt qu'une grosse commande à 10 000 euros. Donc c'est vraiment notre vision des choses. Après, c'est pas simple. C'est pas simple. Et aujourd'hui, les jeunes générations dans une imprimerie, il faut un beau projet. Le télétravail. Or, quand on a une usine industrielle qui tourne en 3/8 et qu'on voit, on va dire, les petits jeunes faire du télétravail en termes de management, surtout dans une scope, c'est pas évident à faire comprendre. On dit, Christian, est-ce que tu es sûr qu'ils travaillent chez eux? Donc c'est des enjeux culturels importants. Mais ce qui est important, c'est de voir le global de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en 2 ans, il y a des nouveaux clients, il y a des nouvelles demandes. Et finalement, avec le temps, il y a une sorte de réassurance qui est en train de s'installer entre, on va dire, l'ancienne génération des imprimeurs et la nouvelle. Frédéric, vous à la Poste, alors vous occupez pas du courrier des particuliers, mais c'est vrai que bon, on n'envoie plus de carte postale, on envoie une photo avec son téléphone. En revanche, faire des mailings pour un trentenaire, c'est normal, ils connaissent l'environnement. Faire un mailing imprimé, c'est peut-être moins évident. Vous avez travaillé sur le sujet avec un projet qui s'appelle Cap Mailing. Oui, juste sur le point d'avant, nous on a une problématique au-delà de la partie RH, c'est que effectivement les prestataires intermédiaires, par exemple dans les agences de communication, la culture du print est beaucoup moins développée qu'avant. Et donc souvent on se retrouve face à des agences des annonceurs qui nous disent moi mon agence ils ne savent pas faire, donc est-ce que vous, la Poste, vous savez faire pour pouvoir me créer une campagne courrier? Parce que de plus en plus, on est amené à créer des services qui permettent de vraiment créer le chaînage de bout en bout, parce qu'il y a de plus en plus un déficit sur ces métiers-là. Et un peu dans la même veine, effectivement, le sujet Cap Mailing, c'est cette idée de remonter la chaîne de valeur un peu plus haut que ce qu'on faisait d'habitude. La Poste distribue historiquement les courriers. Une fois qu'ils sont imprimés, triés, créés et que le ciblage a été constitué, etc. Et au fur et à mesure, on est amené à proposer des solutions qui permettent de remonter cette chaîne de valeur pour se dire on va se placer au plus près finalement des outils qu'utilisent tous les jours les marketeurs. C'est eux finalement nos utilisateurs initiaux. Ils utilisent quoi comme outils? Ils utilisent des outils en général qui permettent de faire de l'orchestration marketing. On appelle les outils de marketing automation, des outils de gestion de campagne. Voilà. Dans ces outils-là, il y a des données qui sont en général stockées. Ces données permettent de faire les campagnes de ciblage sur les prospects, sur les clients, de créer finalement toutes les cinématiques de ciblage et de distribuer en fonction des canaux de communication qu'on souhaite avoir. Les campagnes email, les campagnes SMS, l'accès, les push sur les push notifications sur les mobiles, etc., etc. C'est des outils assez puissants qui permettent de faire tout le chaînage marketing. Sauf qu'il n'y a pas le print dedans, en natif. Il n'y a rien. Au pire, on peut sortir un fichier de ciblage et puis après, débrouillez-vous avec un imprimeur, un routeur, débrouillez-vous. Et donc, on a travaillé depuis 2 ans à faire en sorte que finalement, les logiques qu'on peut avoir, qu'on voit partout ici, de web to print, on les ait de CRM to print, quoi. C'est-à-dire que je suis dans mon outil de marketing automation, je vais en citer un pour l'exemple, mais Salesforce par exemple. Et ben, je vais avoir un module La Poste dans mon Salesforce, et c'est vraiment là où travaillent les marketeurs tous les jours. Et donc, à l'intérieur de ce module, je vais pouvoir injecter les données qui sont dans mon CRM, je vais pouvoir y adjoindre la créa, et envoyer ça en quelques clics à la Poste. Et après, la Poste gère tout de A à Z jusqu'à la distribution en boîte à lettres. Et donc, on est là dans des logiques où on essaye de travailler sur l'expérience client du marketeur pour faciliter, fluidifier, simplifier les échanges. Parce que d'un point de vue du marketeur, aujourd'hui, il a
une multitude de possibilités en termes de MarTech. Il peut, encore une fois, il peut avoir des connecteurs TikTok, Dieu sait ce qui va sortir demain. Donc ils ont, par rapport à il y a 20 ans, où on n'avait pas le choix, c'était peut-être du courrier et allez, peut-être de l'email et un peu de SMS pour commencer. Aujourd'hui, on a une multitude de choix et donc on doit faciliter la vie de ces marketeurs parce qu'ils sont face à une multitude de possibilités et il faut qu'ils arrivent à simplifier. Faut qu'on arrive nous à simplifier les choses pour eux en fait. Donc en se plaçant dans les outils dans lesquels ils travaillent au quotidien, on se dit que c'est une bonne manière pour eux de reprendre l'habitude de faire des campagnes courrier, de retester, parce que faire un test quand on n'a pas ces outils-là, c'est quand même compliqué. Là, on peut tout à fait faire de l'A/B testing simplement, parce que faire de l'A/B testing à la main pour des campagnes courrier, c'est pas si simple. À partir d'un outil de marketing automation, avec les branchements qu'on a créés en API, on arrive assez simplement à le faire. Est-ce que vous connaissez la répartition pour les entreprises que dans l'utilisation des différents canaux, le canal courrier, quelle part ça occupe aujourd'hui dans leur marketing direct? Aujourd'hui, majoritairement, on a fait une étude il n'y a pas si longtemps, et majoritairement, une campagne marketing, elle est constituée de 2 canaux, majoritairement. Ces 2 canaux, majoritairement, c'est de l'email et de la et des réseaux sociaux, majoritairement, donc push sur Facebook en général. Derrière, il y a de l'interaction sur le site internet, donc la personnalisation sur le site internet. Et juste derrière, il y a le canal courrier. Le courrier, il est encore utilisé régulièrement par beaucoup d'annonceurs. En volume, moins, mais en termes d'utilisation par campagne, il est toujours utilisé, en gros, dans une campagne sur 2, grosso modo. Alors, ceux qui utilisent le courrier, ce sera plutôt quelle cible qu'ils cherchent à toucher? De la fidélisation, de la conquête, Ça dépend vraiment des problématiques auxquelles sont confrontés les annonceurs. Je pense que c'est souvent quand même encore de la conquête. Parce que c'est toujours pareil, on a cette problématique de ROI. Et d'ailleurs, le digital a monté vraiment les exigences des annonceurs en termes de calcul de ROI. Et c'est là où le chaînage qu'on évoquait un petit peu avant entre le print et le digital est hyper intéressant aussi. Parce que quand on a un call to action qui est un QR code sur un support print, on a la possibilité d'avoir du tracking, on a la possibilité de se remettre dans l'ensemble du stream d'analyse marketing des annonceurs, puisqu'ils analysent tout. Le digital le permet. Et donc, souvent, on était confronté à OK, moi, je peux faire des campagnes email et je sais exactement qui a reçu l'email à quelle heure et est-ce qu'il a fait un panier, etc. Sur le print, on avait une forme de difficulté à le faire. Avec des call to action qui vont vers le digital, on peut le faire. Donc, le courrier vient en complément du digital, c'est-à-dire, par exemple, ceux qui ont ouvert le mail, je me dis, tiens, il y a un début d'intérêt, peut-être que je peux leur adresser un courrier puisqu'ils ont déjà manifesté un intérêt. Dans le chaînage que j'évoquais juste avant, quand c'est connecté avec un outil de marketing automation, c'est tout à fait automatisable. Donc c'est ça en plus qui est intéressant, c'est qu'en termes de productivité pour les équipes marketing, vraiment encore une fois, face à la multitude de choix et de possibilités que les directions marketing ont à faire, avoir des outils de productivité marketing et s'insérer nous pour la Poste dans les outils qui permettent de faire cette productivité, c'est hyper important. Christian? Là-dessus, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un flux que nous, on développe, ce qu'on appelle le retargeting print, c'est dur à dire. C'est-à-dire que, en fait, de la même manière que quand vous commandez sur un site e-commerce, il y a l'abandon de panier. Et aujourd'hui, en fait, le conseil qu'on propose, c'est qu'à partir d'un certain montant, si ça vaut le coup, c'est d'envoyer un document imprimé pour relancer le panier abandonné. Et alors, c'est sûr que sur des paniers très faibles, l'enjeu est pas très pertinent, mais sur des produits assez intéressants, là on a fait des tests dans le domaine de la moto, là c'est le taux de transformation aussi du print, de la relance print par rapport à la relance mail est tout à fait importante. Et donc ça, c'est des flux qu'on essaye de mettre en place, surtout dans l'imprimerie, ça permet d'avoir des flux récurrents tous les jours. Et donc, mais là aussi, il faut que nous, on apprenne à accompagner nos clients. C'est-à-dire que d'habitude, un imprimeur, son métier commence envoyez-moi le PDF et on va contrôler le PDF. Pour ce type de projet, il faut être capable d'aller plus loin et de commencer à aider le client dans la structuration de sa data, à développer des interfaces de discussion et d'échange de data entre notre client et nous. Et là aussi, l'imprimerie évolue.
Oui, c'est pour ça que vous parlez d'une évolution peut-être vers un type d'agence, parce que vous n'êtes plus dans un simple métier d'impression, quoi. De prestataire qui imprime en disant bah voilà, vous m'avez donné le document, il est prêt. C'est tout l'enjeu, c'est de passer de l'imprimerie, on va dire, industrielle à l'imprimerie technologique, donc avec une couche informatique et créative au-dessus de l'imprimerie qui apporte tous ces nouveaux services. Comment vous réagissez tous les deux quand on entend beaucoup de communication autour de l'arrêt des catalogues publicitaires? Alors il y a beaucoup de communication autour de ça, mais que ce soit des enseignes du groupe Casino, Carrefour. Carrefour, il faut qu'on dise qu'on souhaite recevoir le catalogue. Ikea qui l'arrête, alors que c'était l'un de ses principaux vecteurs de communication. Pour vous, c'est de la communication ou vous pensez vraiment qu'il y a une évolution qui est en train de se faire? Je dirais les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'étant dans un grand groupe, ayant travaillé dans un grand groupe retail, face à des besoins d'économie, on va toujours raconter l'histoire qui nous intéresse. Et donc de dire dans les grands médias, on a décidé d'arrêter le papier parce qu'on veut être plus RSE, etc. Ça, c'est un discours qui peut s'entendre, mais il ne faut pas être dupe. C'est derrière, il y a vraiment des recherches d'économie. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, le tout de boîte, peut-être a trouvé ses limites, mais aujourd'hui, il y a des nouveaux modèles. Moi, je connais bien, à côté de chez moi, en Belgique, Colruyt, et donc qui a inventé un nouveau modèle autour du... Alors, c'est plus du tout de boîte, c'est du tout de boîte adressé, mais avec une nouvelle approche autour de la data et toute une logique de communication. Ce qu'on disait tout à l'heure, 80% de ses clients reçoivent du contenu autour du digital, mais 20%, ceux qu'ils choisissent, reçoivent du contenu imprimé. Et pour moi, l'évolution, elle va être là. Frédéric? Non, c'est toujours pareil. C'est des logiques aussi où il y a une forme de disruption. Il faut réfléchir. Je pense, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit aussi binaire que ça. Le fait de tout arrêter, certainement pas la bonne solution, mais effectivement, les modèles où on peut faire un peu plus ciblé, on peut aller assez loin aujourd'hui dans les logiques de ciblage géographique, peuvent permettre d'avoir un bon mix qui permet de limiter les coûts certainement et avoir des gains de performance. Alors on a parlé de l'émotion par rapport au papier, mais est-ce que, de façon un peu paradoxale, la force du courrier, c'est pas qu'on en reçoit moins. Donc quand on est sur les réseaux sociaux, effectivement, on est assailli de publicité. On reçoit des mails. J'ai l'impression que parfois mon métier, c'est de les mettre à la corbeille. Tellement on en reçoit qui ne sont pas intéressants, qui ne sont pas vraiment destinés, mais c'est des envois en masse. Donc est-ce que finalement, comme on reçoit moins de courriers, il ne ressort pas plus favorablement puisque la place est libre? C'est ça, on est sur la guerre de l'attention aujourd'hui. Et la guerre de l'attention, ça s'illustre par le fait qu'on a plus de 200 sollicitations rien que sur son téléphone par jour. Et c'est juste le téléphone et on ne se parle même pas de ce qu'on a sur Internet, etc. Donc je sais plus, j'entends différents chiffres, mais au-delà de 15 000 sollicitations publicitaires par jour. On ne voit pas bien comment le cerveau peut ingurgiter tout ça et en garder quelque chose de tangible. Donc l'avantage certain du courrier, c'est ça, c'est que les gens passent devant leur boîte à lettres grosso modo tous les jours. Et que comme je disais tout à l'heure, quand on reçoit du courrier, en général on s'en rappelle. C'est à peu près 72% de gens qui se rappellent d'avoir reçu le courrier et de ce qu'il contient. Et donc forcément on est sur un canal qui est non saturé. Et c'est un avantage certain quand on a envie de faire de la mémorisation et de l'émotion, de la mémorisation et de la conversion, d'avoir à disposition ce genre d'outils marketing. Alors pour vous parler une minute de notre expérience à Ours, nous sommes un pure player qui éditons une revue trimestrielle. Donc quand on interviewe les personnes, il s'écoule plusieurs semaines entre le moment où l'interview a été faite et le moment où la revue arrive. On leur adresse la revue et donc on leur fait un mail une semaine avant en disant vous allez recevoir la revue, un petit peu comme quand on surveillait la carte postale qui devait arriver en disant elle n'est toujours pas là, elle n'est toujours pas arrivée. Et donc on utilise dans ce sens-là le mail pour dire l'imprimé va arriver derrière. Donc il y a une forme de personnalisation, on pourrait dire également. Oui, je suis d'accord, c'est-à-dire que moi je fais aussi des expériences avec la presse où en fait la semaine c'est le canal mobile parce qu'on est dans la consommation, mais le week-end de recevoir
un magazine selon les centres d'intérêt, où là on est plus dans l'aspect loisir et plus pertinent. Et donc là aussi on teste des nouveaux business models entre parce que là on va dire techniquement on sait faire, mais après c'est derrière au niveau de quel est le business model entre l'abonnement numérique et recevoir le document tous les week-ends chez soi. Donc là au niveau de la presse, il y a des gros changements aussi dans le business autour de ça. Très bien. On va peut-être se tourner vers le public si vous avez des questions, des réactions, des remarques. Alors je sais que c'est toujours délicat d'être le premier à oser se lever et lever la main pour poser une question, mais n'hésitez pas. Bon, écoutez, tout a l'air très clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous aimeriez revenir dans ce qu'on a évoqué, la RSE, les différentes générations, les différents canaux? Comment vous voyez les 5 prochaines années qui viennent? Nous, on a tracé la voie pour les 5 prochaines années. Donc, mon job, ça va être de réussir à faire la vision qu'on a produit. Donc, ce qu'on envisage au niveau, enfin, on aura réussi si. Et donc, si dans 5 ans, un tiers du business est vraiment lié autour des nouveaux services numériques, ça veut dire que l'imprimerie aura une grosse filiale offset parce que d'ici 5 ans, l'offset va toujours être importante. Mais un tiers du business, ça va être vraiment l'impression numérique et probablement une agence SS2I créa dans le groupe qu'on est en train de constituer. Et le marché, vous le voyez comment? Là, vous parlez de nous, mais le marché, vous le voyez un peu évoluer comme vous le décrivez là, ou chacun a conscience de cette voie-là? Non. Non. Aujourd'hui, je pense que comme je ne suis pas imprimeur, en fait, c'est sûr qu'avec mes collègues imprimeurs, quand je leur parle de ma vision du métier, en fait, autour de l'informatique, de la technologie, c'est une disruption. Pour eux, se dire demain, avoir un directeur informatique dans mon imprimerie, c'est étonnant parce que ça veut dire que demain, on va avoir des gestionnaires de la data, des développeurs informatiques, des gens hyper spécialistes des flux. Et donc, cette dimension technologique va prendre le pas sur la dimension, pour moi, imprimeur. Et donc, il va falloir apprendre à cohabiter ce métier où il y a, pour certains encore, et vraiment le meilleur ouvrier de France, quoi, la fierté de pouvoir imprimer et de combiner ça avec un métier technologique. C'est tout le défi. Le groupe La Poste, on sait que la transformation digitale est engagée depuis de nombreuses années. Mais comment vous voyez, vous, le marché évoluer dans les 5 prochaines années, ou avec votre plateforme Cap Mailing? Le lancement était un peu retardé par tout ce qu'on a vécu de confinement, donc forcément les mailings, les envois personnalisés ont été un peu freinés. Mais comment vous voyez le déploiement dans 5 ans et l'état du marché? Sur ce que je disais tout à l'heure, cette idée de remonter la chaîne de valeur et de permettre de finalement simplifier les usages pour les équipes marketing, ça c'est un point très important pour nous. Donc ça va permettre finalement d'aller irriguer sous forme, finalement en mettant le courrier sous forme d'API dans différents outils. Ça peut être un back-office ça peut être un back-office web ou de marketplace, ça peut être un outil CRM. Enfin voilà, toutes ces logiques-là, on va je pense poursuivre dans la démarche là-dessus. Travailler beaucoup sur les usages, essayer de trouver encore des nouvelles logiques qui permettent de faire le lien. On travaille par exemple en ce moment beaucoup sur des logiques de réalité augmentée. C'est-à-dire que, et pareil, là on prend en charge finalement avec des partenaires l'ensemble de la conception d'une campagne qui permet de lancer une campagne print, courrier, mais derrière le rebond se fait dans un environnement immersif, par exemple dans l'automobile, où vous pouvez avoir une vision du véhicule à l'intérieur, à l'extérieur, directement sur son smartphone en scannant un QR code. Donc c'est sur ce genre de logique, vraiment, travailler sur les usages, développer finalement de la valeur ajoutée autour du support de communication print en fait. Très bien. Mais écoutez, merci Christian, merci Frédéric. Merci à vous. Merci. Le public, vous pouvez retrouver cette conférence en replay dans quelques jours, puisqu'elle a été filmée à l'occasion du salon Cprint. Merci à tous. Bonne journée.